Merci beaucoup, Madame Desjardins. Monsieur le Président du Réseau pour un Québec famille, Monsieur Villeneuve, Madame la Directrice générale, Madame Réaume, élus municipaux, j'ai rencontré déjà quelques collègues, mairesses, maires, conseillères, conseillers. Grand plaisir de vous voir ici et de voir que vous vous intéressez à cette question aussi importante que celle des familles. Distingués invités, Mesdames, Messieurs. Je veux d'abord remercier le Réseau pour un Québec famille de m'avoir invité à participer à ce sommet-là, mais aussi d'organiser ce premier sommet sur, évidemment, une thématique qui est extrêmement importante pour nous dans le milieu municipal. Je suis heureux d'être là, on vous l'a dit, comme président de l'Union des municipalités du Québec, mais évidemment, mon passé dans le domaine de l'éducation fait en sorte que c'est une question qui, pour moi, est essentielle et on n'a pas besoin de me parler longtemps pour me convaincre de l'importance d'intégrer toute la question des familles, les réflexions qui viennent autour, mais des décisions concrètes dans nos politiques publiques. D'entrée de jeu, je suis d'accord tout à fait avec vous pour dire que la famille comme entité est une actrice économique et sociale extrêmement importante, qu'il faut en tenir compte, qu'il faut tenir compte des besoins de la famille, de ses réalités dans le développement de nos différentes politiques. Au plan municipal, c'est déjà plus de 800 municipalités qui ont adopté une politique familiale. Sur un potentiel dont 100, c'est déjà beaucoup. Il faut s'assurer par ailleurs que les municipalités aient les moyens de mettre de l'avant ces politiques-là, parce que trop souvent, quand les moyens ne viennent pas avec la politique, ça fait en sorte que ça fait un superbe document, ça meuble bien la bibliothèque, ça fait des beaux discours, mais concrètement, pour les familles, ça donne moins de choses. Alors, en même temps, j'ai pris connaissance de votre constat, du constat de votre colloque inversé de mai 2017, où vous dites que les familles se sentent souvent larguées par un système qui ne réussit plus à fournir des services aux familles quand elles en ont besoin. Dans ce contexte-là, je me suis posé la question, comment les gouvernements de proximité peuvent faire mieux? D'abord, le leadership des élus municipaux et des élus municipaux est, à mon sens, essentiel pour arrimer les politiques familiales aux besoins évolutifs des familles. D'ailleurs, on y travaille. Il y a le Carrefour Action municipale famille, où il y a plein de gens du milieu municipal qui travaillent ensemble. Je salue d'ailleurs son président, Martin Danfous, qui est des nôtres aujourd'hui, le réputé maire de Varennes. Donc, merci beaucoup, Martin, de t'impliquer à ce niveau-là. C'est important qu'on soit présent, qu'on soit sur le terrain. Il faut d'abord, et on le fait entre autres avec le Carrefour, développer une vision de la municipalité qui place la famille en priorité. De ce côté-là, l'UMQ a déjà été très claire à ce niveau-là. Elle s'est commise en 2012 lors de la présentation du livre blanc municipal, dont le titre est « L'avenir a un lieu ». On propose là une vision de la municipalité de demain qui place la famille au centre des préoccupations et des actions municipales. Comment ça se traduit maintenant au niveau local? Vous me permettrez évidemment d'utiliser un exemple que je connais, l'exemple de Drummondville, qui a adopté sa première politique familiale en 1999. La finalité de notre politique consiste à intégrer le penser et agir famille. Alors pour nous, ça veut dire que quand on développe des projets, quand on lance des projets d'infrastructure, on se demande comment ces projets-là doivent répondre aux familles, que ce soit par exemple l'installation de vestiaires vraiment propres à la famille dans des installations sportives, l'organisation d'activités qui permettent aux différents organismes de travailler ensemble, de se concerter pour proposer des activités intéressantes aux familles, investir dans les parcs, mais faire des choix pour les familles, parler avec les familles, aller voir leurs besoins, connaître leurs attentes. C'est une politique qui vise l'intégration donc d'une culture familiale, je dirais, dans l'organisation municipale. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. De 2011 à 2016, notre population a augmenté de 5 %. À Drummondville, au Québec, c'est 3,3 %. Donc, notre population augmente plus rapidement que la moyenne provinciale. Par contre, on observe malgré tout un vieillissement de notre population aussi. Et là-dessus, on suit la tendance que le Québec, dans son ensemble, connaît. Dans cette perspective-là, il est important de créer un milieu de vie qui soit favorable aux familles, mais aussi qui se préoccupe des besoins des personnes aînées. La Ville s'est donné 2 orientations dans la mise en place et le développement des infrastructures, des activités, des services. Donc, premièrement, être rassembleuse dans la communauté, notamment en développant des partenariats familles entre la municipalité, les divers réseaux institutionnels, économiques et communautaires. On veut travailler aussi, et on le fait par différentes ententes, on veut travailler davantage avec les autres municipalités de notre MRC,
Parce que comme ville-centre, on a une certaine responsabilité. Et il faut que ces services-là soient accessibles. Pas parce qu'on est dans une plus petite communauté qu'on ne doit pas avoir accès à des services structurants, des services de qualité pour nos familles. On n'est pas à l'époque des guerres de où va s'installer la nouvelle famille. Il ne faut pas qu'elle aille chez vous, il faut qu'elle vienne chez nous. Il faut travailler ensemble. Deuxièmement, on va être une actrice de soutien aux familles en accordant notamment une attention particulière à la conciliation famille, travail, études dans le développement des services de proximité. Malgré son développement au cours des dernières années, c'est au centre du Québec, c'est à Drummondville, où on avait l'un des taux de scolarisation supérieurs les plus bas au Québec parce qu'il n'y avait pas, chez nous, de campus universitaire. On a travaillé fort, la Ville s'est investie comme ça ne s'était jamais vu pour le développement d'un campus. Elle l'a même bâti et mis à la disposition de l'Université du Québec à Trois-Rivières pour développer chez nous cette offre-là. Donc ça permet à des familles de rester unies, de rester dans le milieu, pas de s'en aller un peu partout. Et souvent, vous le savez, si vous êtes dans des municipalités où les gens partent vers les grands centres pour étudier, trop souvent, ces gens-là ne reviennent pas. Alors, c'est important pour nous de le faire. Mme Desjardins le mentionnait dans l'introduction tout à l'heure, les municipalités sont reconnues officiellement depuis juin 2017 comme des gouvernements de proximité. Elles ont des compétences dans plusieurs domaines. Donc, notamment, et je vais vous en nommer plusieurs, et vous allez voir, et très souvent, ça déborde ça, l'aménagement et l'urbanisme. Quand on pense aménagement et urbanisme, on pense à comment nos rues sont faites, comment nos quartiers sont conçus. Des fois, on nous dit, bien, dans tel quartier, c'est beau, on a fait une école de marcheurs. Ça aurait été le fun que la commission scolaire parle avec la Ville parce qu'il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de piste cyclable qui se rendent vers cette école-là. Donc, c'est important dans les responsabilités municipales qu'on ait ce pouvoir-là d'agir au niveau de l'aménagement, au niveau de l'urbanisme, mais aussi le devoir qui vient avec de se concerter avec nos partenaires. Le transport, l'environnement, le logement social et abordable, créer des conditions pour tout le monde, pour tous les groupes, toutes les composantes, que ce soit des immigrants, des familles avec des revenus plus modestes, toute la question de la culture, des loisirs, des parcs, des activités communautaires, la sécurité, la paix, l'ordre, le bien-être général de la population, ce sont des compétences municipales, au même titre et souvent plus que le développement économique. Moi, je pense que c'est beau le PIB, c'est beau la création d'emplois, la création de richesses pour évaluer la performance d'une ville, mais c'est encore plus important de regarder quelles sont les actions qui sont posées par cette ville-là, par cette municipalité-là, pour contribuer au bonheur des familles, au bonheur des gens qui habitent le territoire, qui sont là pour s'épanouir. On peut créer beaucoup d'emplois, mais si pendant ce temps-là, on a 15 % de notre population qui n'a pas accès à des services de qualité, qui n'a pas accès à des infrastructures performantes, qui n'ont pas accès à des activités gratuites, je ne suis pas certain qu'on est si en forme que ça, si en forme que les statistiques le disent. Donc, c'est important d'agir là-dessus. Puis curieusement, et ça va être une occasion de saluer une des participantes au sommet aujourd'hui, vous savez que jusqu'en 2016, dans le monde municipal, la conciliation famille-travail était tellement considérée qu'un élu municipal, une conseillère, un conseiller, mairesse, maire, n'avaient pas accès à un congé parental. Ils avaient accès, par exemple, à payer le RQAP sur la paye aux 2 semaines. Ça, il n'y avait aucun problème. Ça, c'était bien reçu. Par contre, l'élu, par exemple, et je salue Marie-Ève Brunet, qui a été conseillère à Montréal, qui est en quelque part dans la salle, qui a travaillé très fort, Marie-Ève qui est là-bas. Elle se plaisait à dire qu'elle portait le dossier pendant sa grossesse lorsqu'elle était conseillère. Vous savez que si l'élu s'absentait 3 conseils de suite, puis des fois, ça vient très vite, surtout dans les villes, les plus grandes villes où il y a plusieurs séances du conseil, bien, si le conseil ne décidait pas de voter une résolution pour lui permettre de s'absenter, elle perdait son travail, elle perdait sa légitimité comme élu. Pire que ça, elle perdait 250 $ par réunion qu'elle manquait. Alors, comme société, si on veut vraiment faire de la place aux familles, il faut commencer à le faire chez nous. Et là-dessus, encore une fois, le monde municipal est en avance parce que ça a été corrigé par la loi. Maintenant, il y a des droits qui n'existent pas encore au niveau provincial et fédéral. Alors, je pense qu'il faut poser des actions. Si on veut, par exemple, plus de jeunes, plus de femmes parmi nos élus, il faut prendre des décisions comme celle-là. Et ces gens-là qui ont des familles, qui travaillent avec les familles,
Le ministre Fortin était ici tout à l'heure, si je ne me trompe pas, il y a 4 enfants. Ce n'est pas facile de concilier tout ça. C'est vrai pour les femmes, assurément, c'est vrai pour les pères aussi. C'est important de faire en sorte que ces gens-là ont une place autour de la table, parce que s'ils ont une place autour de la table, ils vont influencer les décisions en faveur des familles. Donc, c'est extrêmement important. Donc, bravo Marie-Ève pour ce travail-là que tu as fait. L'UMQ a été évidemment très fier d'appuyer ces revendications-là et d'être en avant de la parade encore une fois. Alors, plusieurs de ces compétences-là que j'ai mentionnées touchent directement les familles dans leur rôle économique, social et communautaire. Il y a une question d'argent. D'ailleurs, le premier grand thème, le premier pilier de votre réflexion, c'est le rôle économique des familles. Vous le savez, et là, je vais prendre le temps de vous en parler un peu. On va rendre public cette semaine, dans le cadre de nos assises à Gatineau, notre plateforme en vue des prochaines élections provinciales, et on va parler, entre autres, et beaucoup de fiscalité municipale. Les transformations économiques de notre siècle ont des impacts importants sur notre modèle fiscal. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que cette capacité-là d'investir, elle provient de revenus. Elle provient de choix qu'on fait à partir de l'argent dont on dispose, mais ça provient de revenus. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est pour un cours d'économie que je vais vous donner ce matin, mais l'informatisation, la numérisation, l'autonomisation, la robotisation, le commerce électronique fait en sorte que l'économie se dématérialise. Par exemple, entre 2009 et 2016, le commerce en ligne a cru de 14 %. Pendant la même période, les ventes en magasin, 3 %. Alors, vous voyez l'écart qui est en train de se créer. On pense que les achats en ligne vont doubler d'ici 5 ans. On n'est pas contre ça. On n'est pas en train de vous dire que c'est épouvantable, qu'il faut tenir ça le plus loin possible, c'est pas bon. Non, mais il faut s'adapter. Il faut adapter notre fiscalité municipale. Les ventes en ligne ont occasionné des pertes, je vous dirais d'à peu près la perte, ou du moins 2000 commerces qui ont soit fermé ou qui ne sont pas développés en 2016. Et ça représente 3 milliards de valeur foncière. Les pertes annuelles de 65 millions pour les municipalités, qui pourraient atteindre 150 millions et cumuler près d'un demi-milliard d'ici 5 ans. Donc, ça a un impact direct sur les sources de revenus des municipalités, donc leur capacité de payer, leur capacité d'investir. Parce que notre fiscalité, la valeur foncière, c'est le cadre bâti, ce sont les maisons, les commerces, les usines. Moins de pieds carrés de commerce, moins de pieds carrés d'usines, bien, les revenus diminuent. Et ça, c'est toute la population qui est touchée par cette réalité-là. Cette transformation-là de l'économie s'accompagne d'importants changements démographiques en même temps et on doit faire face à l'ensemble de ces enjeux. Il y a une augmentation des ménages, du nombre de ménages de plus petite taille, compte tenu du vieillissement de la population, des choix familiaux, de la réalité de notre siècle. Encore une fois, le cadre bâti va se transformer en fonction de cette réalité-là. Les municipalités vont devoir donc trouver d'autres sources de revenus si elles veulent continuer à offrir des services de proximité. Je le répète souvent, moi, il n'y a personne à la ville chez nous qui est venu me voir et qui m'a dit « Bien, écoutez, on est conscient que les revenus vont peut-être être affectés. Donc, le vendredi, c'est plus nécessaire de déneiger ou les piscines, on n'en veut plus. Mettez moins d'eau, mettez pas de surveillance à la piscine du quartier. Développez plus les parcs. Dans les nouveaux quartiers, mettez de la pelouse, ça va être correct, puis coupez-la pas trop souvent. » Non, les gens ne nous disent pas ça. Les gens veulent des services. Ils ont raison. On a mis, au cours des dernières années, dans notre relation avec le gouvernement du Québec, des efforts pour contrôler nos dépenses. Une nouvelle loi sur la négociation, les relations de travail, les régimes de retraite, pour aider les municipalités à contrôler l'évolution de leurs dépenses. Mais il n'y a pas que ce côté-là qu'il faut regarder. Il faut regarder la question des revenus et il y a des inquiétudes là-dessus. Et dans ce sens-là, je suis convaincu que vous allez être d'accord avec moi pour dire que on ne pourra pas taxer davantage. On ne pourra pas taxer davantage le résidentiel parce qu'on ira à l'encontre des familles, à l'encontre des ménages québécois. Donc, il y a plus de marge de manœuvre de ce côté-là. Taxer davantage le commercial et l'industriel, faire en sorte que ceux qui restent payent pour la part de ceux qui sont partis, ça n'a pas plus de sens. Donc, tout ça, ça milite en fonction d'une révision de la fiscalité municipale et il faudra, au travers de ça, protéger le pouvoir économique des familles, mais il va falloir trouver des solutions pour faire face à ces transformations-là. C'est extrêmement important. Maintenant, le rôle social et communautaire des familles. La municipalité, je pense, peut mettre à contribution 4 atouts qui la distinguent. D'abord, sa proximité avec les citoyennes et citoyens. Mon collègue, le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, lui résume ça très simplement. Dans le gouvernement de proximité,
il dit ça dans un langage coloré, c'est le derrière du maire qui est le plus près du pied du citoyen. Donc, vraiment, quand il se passe de quoi, les gens nous accrochent. Moi, des fois, je suis convaincu que pour certaines citoyennes, certains citoyens, s'il y a un bris d'aqueduc, ils pensent que c'est le maire qui va débarquer devant la maison, qui va contrôler les travaux. Je les rassure, en tout cas à Drummondville, si c'était le cas, je pense qu'il y aurait encore plus de problèmes. Ce ne serait pas simple. Donc, on a cette proximité-là, la capacité d'intégrer les différentes facettes du développement parce qu'on touche à tous les domaines. Hein, on sait, il y a des compétences des différents ordres de gouvernement. On est conscient que les compétences fédérales sont plus loin, donc moins d'impact au quotidien, des impacts importants dans nos vies, mais moins au quotidien, par exemple, que le municipal. Mais aussi la capacité de réagir rapidement. Des fois, on trouve que les machines sont grosses, elles sont bien petites si on compare les machines entre elles. Donc, au municipal, même si des fois on trouve ça long, puis je ne vous cache pas que les élus, souvent on est les premiers à trouver ça long, il y a une capacité d'adaptation importante. Évidemment, on a une influence indéniable qui est notre compétence en aménagement du territoire. Si on fait des choix durables, on est capable vraiment d'influencer un vrai changement. Donc, le rôle social des municipalités est extrêmement important et se retrouve au cœur même des défis des sociétés, que ce soit au niveau de la cohésion sociale, de la responsabilité environnementale, de la santé de la population, de la création de richesses, de la prospérité économique. Donc, la cohésion sociale, c'est dorénavant un défi incontournable. Il y a une diversité croissante, tant générationnelle que culturelle, je l'ai mentionné tout à l'heure. On a plus de monde, mais en même temps, on vieillit, on vit plus longtemps, et c'est une excellente nouvelle. Il y a toute la question de l'immigration aussi, qui vient poser des défis nouveaux dans les milieux. Et souvent, les familles les plus nombreuses dans nos villes, dans nos municipalités, sont souvent des familles qui sont issues de l'immigration. Il y a une culture qui est différente. Donc, la régionalisation de l'immigration, l'intégration des nouveaux arrivants, c'est un défi important. C'est un défi important pour nous, au municipal, mais c'est un défi que Québec doit comprendre, qu'Ottawa doit comprendre aussi. Les leviers de l'immigration, c'est extrêmement important en région et on doit favoriser vraiment l'immigration, la présence en région de bureaux pour soutenir toute cette réalité-là, parce que les besoins des familles immigrantes doivent aussi être pris en compte dans les politiques familiales. À Drummondville, notre politique familiale encourage les occasions de partage, de solidarité entre les familles. Donc, le plus souvent possible, on demande aux gens de s'asseoir, d'échanger, de nous faire part de leurs besoins. On doit faire connaître, c'est un rôle municipal, de faire connaître les ressources de la communauté pour nos familles. Parce que très souvent, on a une partie de la population qui est capable de se débrouiller. Elle n'a pas besoin nécessairement des besoins ou des services gratuits ou à peu près gratuits qui sont offerts pour la municipalité. Mais ce qu'on souhaite, c'est que ces services-là soient accessibles à tout le monde, que ce soit la culture, les loisirs. Ça ne doit pas être une affaire de portefeuille. C'est important, donc, qu'on puisse prendre des décisions pour tenir compte de l'ensemble des besoins des familles, tenir compte de ces besoins-là dans le développement des nouveaux quartiers, pas se rendre compte, une fois que le quartier est bâti, que ça aurait été donc le fun de garder de la place pour une école en plein centre. Il faut y penser dès le départ. Et ça, ce que ça demande, c'est de la concertation. Il faut que les gens s'assoient ensemble, il faut que les gens identifient leurs besoins. Toute la question des enfants qui ont des besoins particuliers dans les camps de jour. Ça, on en entend beaucoup parler. Il y a de plus en plus de municipalités qui se penchent sur la question. C'est plus de 250 000 enfants qui fréquentent les camps de jour publics ou communautaires au Québec chaque année. Il y en a pour qui, bien évidemment, et je pense que pour la population générale, c'est un service essentiel durant l'été. Les services de garde scolaire sont fermés. Des fois, il y a des services de garde pour lesquels les gens à la maison prennent des vacances, c'est normal. Il y a des besoins, il y a des enfants qui ont des besoins qui sont un peu plus complexes. Et donc, il faut adapter nos services. Donc, pour les municipalités, cette situation-là devient de plus en plus complexe. Et notre réflexion, on a des questions qu'on doit se poser là-dessus. Jusqu'où doit aller la responsabilité municipale en ce sens-là? Est-ce que les camps de jour, c'est devenu l'équivalent d'un service de garde éducatif? Comment on doit les organiser? Il y a des gens qui réfléchissent à ça. Est-ce que les attentes des parents sont trop élevées par rapport aux services que les municipalités sont en mesure d'offrir, un service de loisirs? Quel devrait être le soutien des autres paliers de gouvernement à ce niveau-là? Donc, il y a plusieurs municipalités qui ont mis en place un programme d'accompagnement pour les enfants qui ont un handicap, en partenariat avec différents organismes. Moi,
Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Cette année, on a accepté de participer avec d'autres municipalités, Varennes, si je ne me trompe pas, Gatineau et Drummondville. Donc, dans un projet pilote, on investit de l'argent, on développe nos services pour les enfants qui ont des besoins particuliers. Parce que les besoins particuliers, là, ce n'est pas un interrupteur le 23 juin jusqu'à la fête du travail. Ça continue. Il faut être là pour faire des choses importantes pour ces enfants-là, mais ces besoins-là, ils sont réels, mais ils créent une pression financière additionnelle sur les budgets municipaux. C'est un exemple parmi d'autres où les municipalités sont appelées à intervenir de plus en plus. Il y a 20 ans, là, les besoins particuliers de certains enfants, je peux vous dire une chose, c'était probablement très loin des discussions municipales. Donc, c'est important de les avoir, ces débats-là. Le rôle de la municipalité, il est de plus en plus important. Ce n'est pas pour rien qu'on a reconnu les gouvernements de proximité. Ce n'est pas pour rien qu'on veut leur donner plus d'autonomie. C'est parce qu'on leur a transféré tellement de responsabilités au cours des années, très souvent sans les ressources qui viennent avec. Puis on s'est rendu compte que très souvent, ça marche mieux. Donc, on dit aussi bien les reconnaître, on va être gentil avec eux autres pour continuer de leur en donner, continuer de les impliquer, continuer de demander aux municipalités de trouver des solutions. Je vais terminer avec un autre enjeu qui est important. J'ai finalement touché un peu tout à l'heure quand je vous ai parlé des congés parentaux des élus. Mais les municipalités sont aussi des employeurs et doivent, dans leur choix comme employeurs avec leurs équipes, hein, au Québec, on parle de 80 000 emplois en plus des 8 000 postes électifs. On est un employeur majeur, un employeur de choix. Et dans ce contexte-là, on a un rôle à jouer pour favoriser la conciliation famille-travail et favoriser aussi l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ça, c'est au jour le jour. Récemment, je m'adressais aux cadres à la ville de Drummondville et je leur disais, les gens dans vos équipes, eux, premier chef, vous êtes d'abord et avant tout des personnes. Vous êtes d'abord et avant tout des individus qui veulent se réaliser. Vous êtes d'abord et avant tout des pères, des mères de famille et on doit vous soutenir là-dedans. Cette journée-là qu'on fait annuellement cette année, et donc c'est notre directeur général qui anime la journée avec les cadres. Le directeur général vient me voir, on planifie la journée. Mais je lui ai dit, son fils est un excellent joueur de hockey, il s'en allait à la Coupe TELUS en Ontario, ça c'est le sommet au niveau du midget 3A. Il me dit, c'est pendant la même semaine, donc je vais essayer d'avoir les pointages pendant la présentation aux employés. Tu n'iras pas avec ton fils à Sudbury? On va aller dire aux gens qui sont d'abord et avant tout des pères et des mères de famille, bien, il faut que les bottines suivent les babines. Tu t'en vas à Sudbury, puis on va trouver quelqu'un pour l'animer la journée avec les cadres. Et ça, si on le fait, bien, c'est le message qu'on passe à nos cadres, de le faire aussi avec leurs collègues, avec leurs équipiers. C'est important d'être cohérent. Donc, comme président de l'UMQ, je peux m'engager une chose, c'est de continuer à être proactif pour défendre au pilier national, c'est l'occasion, le privilège qu'on a, ces valeurs d'égalité, de justice fiscale, de justice sociale. Je l'ai dit tout à l'heure, on va lancer notre plateforme cette semaine. On va parler de fiscalité, mais on va aussi parler de mobilité. On va parler d'aménagement du territoire. Ce sont des enjeux qui nous préoccupent, ce sont nos enjeux prioritaires et ce sont des enjeux qui touchent les familles. Je vais conclure en vous disant qu'en renforçant la démocratie locale, l'autonomie des municipalités, leur capacité financière, les gouvernements de proximité vont être encore plus outillés pour répondre aux besoins évolutifs des familles. Et je dis toujours aux gens que je rencontre, quel que soit le domaine, demandez-vous toujours ce que votre ville peut faire pour vous. Parce que la ville, elle peut faire de quoi pour vous? Elle peut vous soutenir. Elle ne peut pas toujours prendre votre place. Il ne faut surtout pas qu'elle prenne votre place. Vos initiatives sont importantes. Mais allez voir les gens dans votre municipalité, demandez-leur de l'aide. Impliquez-vous dans votre municipalité. Soyez présents, parce que les municipalités, c'est d'abord et avant tout, nous tous, nous-mêmes, qui sommes impliqués. Donc, participez, valorisez la démocratie de proximité, encouragez les gens dans vos associations, dans vos organismes à participer aux consultations citoyennes et ensemble, on va pouvoir bâtir des communautés, des environnements qui vont être favorables pour tous les types de familles. Et pensons particulièrement à ces familles-là qui ne sont pas capables, qui n'ont pas la latitude elles-mêmes pour aller acheter des services, pour aller chercher des services, que ce soit en leur permettant une plus grande mobilité, un accès gratuit à de plus en plus de services, des activités pour tous les types de familles. Voilà, merci beaucoup. Il nous reste peu de temps. Je ne sais pas s'il y avait une ou deux questions, si l'horaire le permet, parce que moi, on me dit 41 secondes ici encore. Merci.
J'ai déjà parlé, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut... Non, OK. Tantôt... Oh, excusez, madame. Bien, allez-y. Mais c'est-tu pertinent? Moi, c'est hyper pertinent ce que j'ai. Ah! OK, ben, En tout cas, là, il reste 18 secondes. Je vous laisse la place. Bonjour, Marie-André Gendron, présidente du RCPE 0417, Mauricie, Centre du Québec. J'aurais une question pour l'Office de l'Union des municipalités. Est-ce que vous avez pensé aux CPE qui ont un problème, les nouveaux CPE en développement, qui ont un problème avec le financement du ministère, avec les taxes municipales? Vous voulez dire les soutenir financièrement? Parce que maintenant, le gouvernement ne veut plus que les CPE soient propriétaires de leur édifice. Avant ça, quand on était propriétaire, on n'avait pas de taxes parce qu'on était un OSBL, oui, au service de la communauté. Mais maintenant, on doit être locataire. Puis même si on est locataire d'un OSBL, on doit payer des taxes municipales. Oui, bien, ça, c'est des décisions locales. Hein? Nous, on peut partager ce qui se fait. Je sais qu'il y a des endroits où il peut y avoir une subvention qui est accordée en contrepartie. Ça dépend des endroits. Mais c'est parce que nous, on nous a dit qu'il faudrait revoir tout ce qui concerne les CPE au niveau des taxes municipales. Oui, si on veut l'inclure aux enlieux de taxes et tout ça, oui. Mais il n'y a rien qui empêche une municipalité de donner une subvention, tout ça. Mais vous savez, les municipalités sont très sollicitées. Je pense qu'il y a une représentation qui doit d'abord venir des CPE. Peut-être que le Carrefour Action municipale famille pourrait soutenir cette démarche-là parce qu'on y retrouve les deux unions municipales, l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise. Donc, je pense qu'avec M. Dafous, il y a sûrement un échange intéressant qui peut être fait. Je pense qu'on va arrêter là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne journée et surtout profitez de votre colloque. Merci beaucoup. Merci.